très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Bye Bye 2016. Votre émission qui a remplacé de Genève 24, bien sûr. Nous revenons sur les grands événements de l'année 2016, mais nous parlons également de l'actualité. Avec moi sur ce plateau, Jean-Rémy Lobo, bonjour. Trésor, cette émission remplace momentanément de Genève 24. Que nous allons peut-être reprendre dans 10 jours pratiquement, mais nous sommes en face d'un invité qui va présenter. Alors, il s'appelle Serge Onyumbe, il est analyste politique. Avec lui, nous allons bien sûr parler de l'actualité avant tout, avant de revenir sur les quelques faits politiques qui ont marqué l'année 2016. Serge, bonjour. Bonjour Trésor, bonjour Jean-René. On a les yeux d'être en face de toi. Merveilleux à vous également. Merci pareillement, bienvenue chez nous. Merci. On commence par l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr les discussions directes au niveau de la SENCO. Beaucoup pensent qu'après cette discussion, il faudrait un autre Premier ministre, c'est-à-dire Sani Badibanga n'aura peut-être finalement qu'entre 1 ou 2 mois. Merci pour la question et j'en profite pour saluer également nos téléspectateurs qui nous suivent sur KIN 24. Je réponds directement que cette question, certes, elle est pertinente, mais il faudrait que nous ne perdions pas de vue les principes pour lesquels nous options. Je pense que la présence de M. Sani Badibanga aujourd'hui à la tête de la primature se justifie tout simplement parce que la classe politique en première discussion, j'appelle ici première discussion le premier dialogue, cette classe politique avait validé le principe suivant lequel la primature serait confiée à l'opposition. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a été fait. Et M. Sani Badibanga, un transfuge peut-être de l'UDPS, est resté de l'opposition et aujourd'hui a cette fonction de Premier ministre conformément à ce qui avait été annoncé. Alors, il y a actuellement un deuxième dialogue, le second ronde. Au cours de ce second ronde, il s'avère que cette même opposition réclamerait encore cette primature. Du coup, je me dis, de quoi parle-t-on? On parlait de quoi? Oui. Je n'en disconviens pas, mais c'est lui qui a cette primature aujourd'hui, c'est lui qui assure les fonctions de Premier ministre et de l'opposition. Vous ne pouvez pas demander une chose pendant que vous l'avez déjà, à moins qu'aujourd'hui, que l'on dise au cours de ce dialogue que le Premier ministre, M. Sani Badibanga, en accédant à ses fonctions, n'avait pas le mérite parce qu'il n'était pas de l'opposition, et ça c'est un autre débat, ou encore que l'on nous présente une autre thèse d'une opposition qui est plurielle, tout comme la majorité d'ailleurs qui est plurielle. Je comprendrais que dans sa pluralité, l'opposition se dise qu'ils veulent proposer un autre parti politique de l'opposition dès qui sera choisi le Premier ministre. Parce que n'oublions pas, il y aura toujours d'une part la volonté d'un parti politique de dire que de chez nous, vous pourrez puiser la bonne personne, mais il y a encore le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui choisit lui-même dans son secret la personne de son choix. Tel a été le cas de M. Sani Badibanga. Donc je réponds que, aujourd'hui ce n'est plus une information, la primature est déjà l'opposition. 2, si c'est une question de personne ou de personnalité, c'est un débat interne à la pluralité de cette opposition. Ils devront faire valoir ce qu'ils peuvent, mais par la suite, au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'en décider. Rapidement, nous avons suivi au lendemain de la signature de l'accord du 18 octobre. Le rassemblement tenait coûte que coûte avoir un deuxième dialogue, pendant que la majorité présidentielle disait non, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Aujourd'hui, finalement, il y a un dialogue. Pouvons-nous dire que cet accord qui va être signé à l'un de ces 4 par la SENCO, au niveau de la SENCO, chasse le premier accord, ou ça va être comment? Je crois que ce serait faire une fausse route de parler d'un dialogue qui en exclut un deuxième. Le second qui en exclurait un deuxième. Parce que si on a un troisième, ce serait également un troisième qui exclut un deuxième. Je ne pense pas qu'il faut voir les choses de manière linéaire. Mais s'il y a eu un deuxième dialogue, c'est que le premier n'a pas été réussi, n'a pas été efficace. Je vous le concède, mais en ce terme-ci. Un deuxième dialogue, oui, parce que le premier n'a pas épuisé toute la question. N'oublions pas que le premier a balisé et a même donné un contenu un peu plus assis sur les discussions en cours. Je prends pour exemple la date d'avril 2018. Aujourd'hui, cette opposition qui s'est réunie, par là je vois le rassemblement avec tous les autres partis à côté, le rassemblement tient mordicus à ce que ces élections aient lieu en 2017. Cette simple référence, c'est pour
contredire ce qui a été proposé en premier. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que le premier dialogue a fixé, comme je le dis, des pistes d'analyse, a fait des propositions concrètes, et aujourd'hui, ce sont ces propositions concrètes qui ont été faites, qui sont passées en peine fin, qui sont critiquées, et tout simplement, des bonnes guerres d'ailleurs, pour arriver à un consensus un peu plus, disons-le, généralisant et un peu plus qui mettent impartial, qui mettent tout le monde d'accord. Voilà un peu une critique que je voudrais faire. Il faudrait que nous évitions de penser que nous avons fait une table rase de tout ce qui avait été fait. Ensuite, on revient comme des saints, proposer autre chose, creuser ou construire sur du rien. Non. Disons les choses clairement. Le premier dialogue, les Congolais qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine ont eu le mérite de booster, de donner déjà le pas ou un rythme à ce qui est continué aujourd'hui. Félicitations à eux, mais ce n'était pas fini. Ce qui se fait aujourd'hui pourra également être une complémentarité de leurs propositions. Non pas du dialogue inclusif, ce qui est le deuxième que nous vivons maintenant. Oui, mais c'est quoi l'inclusivité? C'est parce que tout le monde est autour de la table. Tout le monde est là. Tout le monde a accepté. C'est pas ça. Alors pas qu'au que premier, ça, le rassemblement n'était l'inclusivité. pas là. Ce n'est pas que ça l'inclusivité. L'inclusivité, c'est aussi le fait de ressortir ou d'intégrer toutes les aspirations, ou en tout cas dans la mesure du possible, les aspirations de l'heure. Et parmi ces aspirations, comment arriver à comprendre ces aspirations? C'est tout simplement lorsqu'on constate qu'il y avait encore une grogne, qu'il y avait encore cette pression. Nous atteignions la date du 19 décembre et tout le monde ne savait pas exactement de quoi serait fait le lendemain. Je pense que c'était une preuve suffisante pour dire que le premier dialogue n'avait pas épuisé la question. Maintenant, nous avons un deuxième dialogue qui aborde ces questions, je dis, qu'il prend en compte ce qui avait été fait et ce qui doit être amélioré. Voilà un peu comment il faut comprendre l'inclusivité, et non pas seulement en termes des personnes. Vous savez combien de Congolais nous sommes? Est-ce qu'inclusivité veut dire que tous les Congolais doivent participer physiquement à ces discussions? Je ne pense pas. C'est une question de principe. Qu'est-ce qu'on demande? Que demande le peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que les acteurs politiques ont apporté comme solution? S'ils n'ont pas répondu suffisamment, discutons-en, et c'est ce qui est fait. Bonne chance et félicitations aux efforts déjà fournis par la SENCO et tous les collèges. Je pense qu'on est dans les bons, et voilà un peu l'approche de l'inclusivité pour moi. Monsieur Serge Onyombe, vous êtes analyste politique, revenons encore à l'actualité totalement. On parle aujourd'hui des résolutions qui sortiront de l'accord de la SENCO, bien sûr. Dans notre temps, nous apprenons aussi qu'il y a le rassemblement, c'est comme qui dirait, vous demandez une main, le rassemblement va voir tout le corps entier. Il demande aujourd'hui la restructuration de la CENI, on va même plus loin pour demander la restructuration également de la Cour constitutionnelle. Nous apprenons qu'il y aurait eu même des concessions où on voudra à ce qu'on donne à ce même rassemblement, la territoriale, là où on retrouve qu'il y a le mandat qui est électif. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va nommer d'autres gouverneurs sans passer par élection. Ne trouvez-vous pas que ce serait encore violer la Constitution qui a toujours été défendue par le même rassemblement? Bon, je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est se dire qu'on est en discussion. Et en discussion, chaque parti a une certaine thèse et même des enchères qu'il fixe pour se faire prévaloir. Ça, c'est une stratégie qui va dans la théorie des négociations. Et dans cet élan, je peux comprendre que les acteurs animateurs du rassemblement fassent monter leurs enchères, disent ce qu'ils pensent être le mieux pour eux, peut-être sous la houlette de l'intérêt de la nation. C'est un slogan que l'on entend qui ne le dit pas que c'est pour l'intérêt de la nation. Ils peuvent faire monter leurs enchères. Maintenant, l'autre façon de voir les choses, c'est savoir fixer les priorités. Lorsque le deuxième dialogue a été convoqué, c'était pour répondre à une insuffisance du premier, comme nous venons de le dire. Mais est-ce que cette insuffisance ouvre aujourd'hui une boîte à Pandore et tous les maux du monde seraient déversés sur le Congo? Parce qu'en cherchant à chaque tête des poux ou des petites bêtes, on risque nous-mêmes de nous prendre dans notre propre piège de violation, comme vous le dites, je vous le concède, de la Constitution, en violant davantage cette Constitution. Moi, je suis d'avis qu'il y a besoin de discuter et de voir comment
co-gérer, c'est déjà un concept que moi je n'invente pas, c'est un concept qui a fait son chemin au cours de cette deuxième discussion. Comment co-gérer les choses, mais attention, il faut faire les choses en termes de priorité. Et la priorité aujourd'hui, c'est quoi? La priorité, ce n'est pas un partage de postes. Ça, il faut marteler dessus. Les Congolais qui nous suivent s'en moquent presque, si je peux me le permettre. Ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est bien entendu l'organisation des élections. Nous avons tous suivi le chef de l'État au cours de son discours de l'État de la Nation qui a martelé sur la priorité du gouvernement actuel. C'est vrai, ce gouvernement a besoin d'une technicité qui est incarnée par la CENI. La CENI aujourd'hui, comme tout autre organe, je dis, s'il y a besoin de restructuration, il faut une restructuration, je me le permets de le répéter, dans le système et non en termes d'individus. Parce que lorsque vous changez à peine les individus et vous gardez un système que vous pensez être déjà défectueux, nous allons retomber dans la même moule et nous serons loin d'être sortis de l'auberge. Moi, j'encourage les acteurs politiques à fixer véritablement les véritables priorités, ce qu'il faut faire et non de tomber dans la quête des postes ou dans un principe, je vais être calife à la place du calife. C'est ça le problème. Et la guéguerre ou la petite polémique qu'il y avait d'ailleurs en passant entre les amis qui étaient, l'opposition qui était à la cité de l'Union africaine et ceux qui hésitaient, qui avaient refusé carrément d'y participer, c'était que le premier, donc ceux de l'Union africaine, taxait les autres de quête de poste. Il leur disait que vous teniez mordicus à la primature, maintenant que vous ne l'avez pas, vous boycottez un dialogue. Alors qu'on ne retombe pas dans cette position, moi j'invite ces acteurs politiques qui sont cette fois-ci animés d'une volonté on ne peut plus explicite à prendre le courage d'aborder les vrais problèmes et de ne pas tomber dans la complaisance. Moi, je vais revenir sur le Premier ministre Samy Badibanga. Serge, pensez-vous aujourd'hui qu'il est nécessaire de nommer, après les accords de ce vendredi, un autre Premier ministre? J'y réponds comme ceci. Le Premier ministre Samy Badibanga, en fonction, tout récemment, il n'est pas là par le fait du hasard. Il est là sur base d'un principe qui a été validé par des acteurs politiques, opposition, majorité, société civile, quoi qu'étant du premier dialogue. Mais c'est ce même principe, je rappelle même à nos téléspectateurs, qui fait encore chemin. C'est-à-dire que la primature, pour besoin de plus de sécurité et de garanties, la primature devrait rester et même conservée par l'opposition. Mais la bonne question qu'on se poserait, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de les remplacer par d'autres personnes pendant que vous êtes déjà de l'opposition et vous avez cette primature? Moi, je crois que l'intérêt de la nation, à un moment, doit primer. En France, par exemple, lorsque Manuel Valls... L'intérêt de la nation, c'est Samy Badibanga? L'intérêt de la nation, ce n'est pas ça. L'intérêt de la nation, c'est exactement ce que je veux dire. Par mon exemple, je dis ceci. Manuel Valls, lorsque son premier gouvernement a failli, on a trouvé qu'il était défectueux, à 147 jours, si je ne me trompe, on a liquidé ce gouvernement et on en a appelé un autre. Donc c'était un gouvernement qui était le plus court depuis je crois, le premier gouvernement le plus court depuis la Ve République. C'est pour dire ici qu'avoir un gouvernement qui fait 10 jours, qui fait 50 jours ou 20 jours n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'intérêt à voir ce gouvernement partir pour encore continuer à ressasser le même problème qui sera encore de reconsolider les choses, qui sera encore de restructurer ce pays qui déjà est en mal de positionnement. Donc Samy Badibanga peut rester en fonction, ceux pouvant parler en français facile. Je dis que Samy Badibanga ou qui que ce soit peut rester en fonction lorsqu'on fixe les véritables priorités. Ce n'est pas ici un problème de personne. Il faudrait bien asseoir la chose. Ce n'est pas la tête de X qui ne plaît pas qu'on doit éliminer, mais c'est quels sont les principes, parce que nous sommes dans un accord politique. Cet accord politique voudrait que la primature soit confiée à l'opposition, j'insiste là-dessus. Nous avons un opposant qui est là jusqu'à preuve du contraire. Si cette opposition, dans sa pluralité, estime que cette tête ne lui plaît pas, eh bien, c'est à eux de voir dans leur, comme on dit, le linge sale se lave en famille, c'est à eux de voir dans leur structuration quel parti proposera un autre candidat, lequel sera soumis encore
au pouvoir discrétionnaire, comme je venais de le dire, du chef de l'État, pour validation. Voilà un peu le schéma. Et parce que le rassemblement a accepté les négociations, vous pensez qu'après l'accord, le rassemblement n'a droit à rien? Je ne savais pas qu'il s'agissait ici d'un partage de pouvoir, mais je vais citer, je le dis presque en riant, je vais citer monsieur le secrétaire général de l'UDPS, lorsqu'on a ouvert ces deuxièmes pourparlers, monsieur Bruno Mavungu, Jean-Marc, excusez-moi, qui a dit que nous sommes là pour rechercher des garanties et nous ne sommes pas là pour un quelconque partage de pouvoir. Et plus loin, je citerai encore un défectueux de l'UNC qui est parti en disant que ceux qui sont au premier dialogue, c'était pour un partage de pouvoir, c'était pour la primature. Donc, je crois qu'en revenant sur les propos de ces acteurs politiques qui sont très bonnement intentionnés, ici, il faudrait comprendre qu'on ne parle pas d'un partage de pouvoir, mais plutôt un partage de responsabilités. Parce que, je vais peut-être anticiper, comme le dit le cardinal Mosengo, chacun devra rendre compte à la fin de ce processus. On parle de garantie, sans vouloir défendre ou parler à la place du secrétaire général. Les garanties, c'est aussi des hommes qui pourront bien sûr conduire le bateau à bon port, c'est-à-dire vers l'organisation des élections. Peut-être que le rassemblement peut toujours estimer qu'une autre personne peut faire l'affaire à la place de Saliba Dibanga. Je n'y vois aucun inconvénient. Je ne vois aucun inconvénient. Mais seulement, on constatera que cette façon de voir les choses corroborerait avec tout ce que nous savions dès le premier dialogue. J'avais insisté devant votre micro une fois sur le principe de la réunionnite. Le principe de la réunionnite, c'est ce principe qui voudrait qu'on se réunisse pour le plaisir de le faire. Et là, nous voyons la vie de toute une nation suspendue sous le principe de négociation qu'il faut avoir plus inclusif. Cette vie de la nation qui est suspendue ne doit pas être par la suite vilipendée au profit des intérêts des uns et des autres. Là, il faut vraiment insister là-dessus. Si le premier dialogue avait déjà répondu à une question et donné les bonnes réponses, je pense qu'il est tout à fait inutile aujourd'hui d'avoir un deuxième dialogue qui répondrait à la même question de la même manière. Sinon, on tourne en rond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux dire ici que le deuxième dialogue doit apporter des réponses. Moi, je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que moi, au sortir de ce deuxième dialogue, je l'espère et je garde encore mon souffle, au sortir de ce deuxième dialogue, j'attends des réponses pratiques, comme les ont posées l'ancien Premier ministre, monsieur du Palou, excusez-moi, Adolphe Mozito, qui a posé un problème de décaissement, un plan de décaissement. Ce sont ces questions auxquelles on doit apporter véritablement des réponses. Et non nous plonger dans une complaisance des postes en disant nous voulons avoir à tout prix X position, Y position. Ça, c'est tourner en rond et nous sommes très loin d'être sortis de l'auberge. Jean-René. J'espère que nous sommes à la fin de l'année 2016. Bye bye 2016, c'est le même de la tranche. Dites-nous un peu, une année émaillée de fortes turbulences. Nous avons connu le dialogue qui était contesté par une autre frange de l'opposition, mais qui aujourd'hui, finalement, l'opposition est revenue à la raison, ils sont à la Cinco. Et déjà, on entend beaucoup de choses. On attendait aussi le 19 décembre où on pensait peut-être que le ciel allait tomber sur les têtes des gens, ce qui n'a pas été le cas. De quel œil voyez-vous l'avenir de la RDC? Je le dirais un peu comme Lumumba, l'Héros national, l'avenir de la RDC est radieux. Les Congolais ont un avenir. Et l'avenir de la RDC, c'est nous. C'est nous, les fils et filles du Congo. C'est nous qui sommes le premier gardien de la paix du Congo. C'est pour moi également une occasion de lancer un appel aux jeunes que nous sommes et vieux que nous sommes sur notre responsabilité dans ce que nous faisons. Ceux qui sont au dialogue aujourd'hui, ceux qui sont avec la Senco, qui travaillent avec le prêtre, font un exercice qui est certes pas facile, mais nous-mêmes, dans notre coin où nous sommes, nous pouvons faire le même exercice. Un exercice de parler de la paix, un exercice de faire comprendre
à tous ces militants qui sont très engagés que l'on peut trouver des solutions sans pour autant sombrer dans le chaos. On peut dialoguer, on peut avoir des avis contraires sans pour autant s'entretuer. C'est cet appel que moi, personnellement, je voudrais lancer aux Congolais, parce que demain, si ce n'est pas nous qui corrigeons les choses, les enfants que nous avons aujourd'hui, qui sont certes encore pas en mesure de nous évaluer, seront ces mêmes personnes qui nous indexeront et nous diront « Cher père, chère mère, vous nous avez rendu un très mauvais service ». C'est là l'interpellation que je fais à tous les Congolais et même à moi-même que je suis. Je vais revenir, moi, particulièrement à une date, le 19 septembre, il y a eu des morts. Est-ce que peut-on dire que ces morts... Et le 20. Et le 20 également. Peut-on dire que ces morts étaient inutiles parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un dialogue. C'est bien dommage d'avoir attendu qu'il y ait mort d'homme pour se mettre à discuter. C'est bien dommage. Mais je ne pense pas que ce sang qui a coulé s'est coulé inutilement. Parce que, aussi, ça a prouvé à la face du monde que les Congolais veulent que les choses avancent. C'est comme ça que je dois le comprendre. Je ne souhaite pas voir encore des Congolais tomber, comme si nous étions dans un champ de mines. Je ne souhaite pas voir des Congolais mourir. Je souhaite voir des Congolais discuter, avoir imprégné en eux la culture de la discussion quand il y a un problème, afin d'éviter que nous sombrions dans les chaos, comme c'était dans ces dates fatidiques que vous avez présentées, 19, 20 et même encore le 20 décembre dernier. Allez, malheureusement, pris par le temps, une dernière question. Jeunes et vieux, c'est une structure au sein de laquelle vous travaillez. Parlez-nous-en. Jeunes et vieux, c'est un cadre de réflexion. Comme vous le dites, une structure, mais j'appelle ça plutôt un cadre de réflexion qui met en valeur des jeunes et des vieux de toute tendance pour la promotion de l'engagement citoyen. Vous savez que les jeunes aujourd'hui que nous sommes, leur parler de la politique, c'est comme leur mettre, permettez-moi l'expression, une arme sous la tempe. Parce qu'ils disent que c'est l'affaire de vieux. Mais malheureusement, le vieux, quand le jeune se met à parler politique, ils leur disent également que vous n'avez pas d'expérience. Donc du coup, ce cadre de réflexion est un cadre qui met en valeur, en symbiose, cette discussion entre jeunes et vieux dans une politique transversale pour justement essayer de combiner les deux générations. Comment y adhérer? Pour y adhérer, tapez sur le site, la page Facebook Jeunes et Vieux. Vous avez tous les coordonnées, les numéros de contact pour y adhérer. Un dernier mot? Un dernier mot, je vous dis déjà merci. J'ai dit merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. J'ai dit merci aux acteurs politiques qui continuent à discuter parce que c'est maintenant la seule voie, on le comprend davantage, la seule voie de la raison. Je souhaite une bonne festivité de fin d'année à tous les Congolais et j'espère que d'ici le 1er décembre, tout ceci ne sera le 1er janvier, excusez-moi, tout ceci ne sera qu'un bon souvenir. Merci beaucoup Serge Onumbe, mesdames, messieurs. Nos portes vous restent grandement ouvertes. Merci en tout cas d'avoir... On aura beaucoup de choses à se dire parce qu'apparemment la matière n'est pas épuisée. Oui, malheureusement, le temps joue contre nous, la télévision, c'est aussi ça. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Bye Bye 2016. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Bye Bye 2016. Votre émission qui a remplacé de Genève 24 bien sûr. Nous revenons sur les grands événements de l'année 2016, mais nous parlons également de l'actualité avec moi sur ce plateau. Jean-René Lobo, bonjour. Bonjour Trésor, cette émission remplace momentanément de Genève 24. Que nous allons peut-être reprendre dans 10 jours pratiquement, mais nous sommes en face d'un invité qui va présenter. Alors il s'appelle Serge Onumbe, il est analyste politique. Avec lui,
nous allons bien sûr parler de l'actualité avant tout, avant de revenir sur les quelques faits politiques qui ont marqué l'année 2016. Serge, bonjour. Bonjour Trésor, bonjour Jean-René. Un plaisir d'être en face de toi. Merveilleux à vous également. Merci pareillement. Bienvenue chez nous. Merci. On commence par l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr les discussions directes au niveau de la SENCO. Beaucoup pensent qu'après cette discussion, il faudrait un autre Premier ministre, c'est-à-dire Samy Badibanga, n'aura peut-être finalement qu'entre 1 ou 2 mois. Merci pour la question et j'en profite pour saluer également nos téléspectateurs qui nous suivent sur Kin 24. Je réponds directement que cette question, certes, elle est pertinente, mais il faudrait que nous ne perdions pas de vue les principes pour lesquels nous options. Je pense que la présence de M. Samy Badibanga aujourd'hui à la tête de la primature se justifie tout simplement parce que la classe politique en première discussion, j'appelle ici première discussion le premier dialogue, cette classe politique avait validé le principe suivant lequel la primature serait confiée à l'opposition. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a été fait. Et M. Samy Badibanga, un transfuge peut-être de l'UDPS, est resté de l'opposition et aujourd'hui a cette fonction de Premier ministre conformément à ce qui avait été annoncé. Alors, il y a actuellement un deuxième dialogue, le second ronde. Au cours de ce second ronde, il s'avère que cette même opposition réclamerait encore cette primature. Du coup, je me dis, de quoi parle-t-on? On parlait de quoi? Oui, je n'en disconviens pas, mais c'est lui qui a cette primature aujourd'hui, c'est lui qui assure les fonctions de Premier ministre et de l'opposition. Vous ne pouvez pas demander une chose pendant que vous l'avez déjà, à moins qu'aujourd'hui, que l'on dise au cours de ce dialogue que le Premier ministre, M. Samy Badibanga, en accédant à ses fonctions, n'avait pas le mérite parce qu'il n'était pas de l'opposition, et ça c'est un autre débat, ou encore que l'on nous présente une autre thèse d'une opposition qui est plurielle, tout comme la majorité d'ailleurs qui est plurielle. Je comprendrais que dans sa pluralité, l'opposition se dise qu'ils veulent proposer un autre parti politique de l'opposition dès qui sera choisi le Premier ministre. Parce que n'oublions pas, il y aura toujours d'une part la volonté d'un parti politique de dire que de chez nous, vous pourrez puiser la bonne personne, mais il y a encore le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui choisit lui-même dans son secret la personne de son choix. Tel a été le cas de M. Samy Badibanga. Donc je réponds que, aujourd'hui ce n'est plus une information, la primature est déjà l'opposition. 2, si c'est une question de personnes ou de personnalités, c'est un débat interne à la pluralité de cette opposition. Ils devront faire valoir ce qu'ils peuvent, mais par la suite, au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'en décider. Rapidement, nous avons suivi au lendemain de la signature de l'accord du 18 octobre. Le rassemblement tenait coûte que coûte à avoir un deuxième dialogue, pendant que la majorité présidentielle disait non, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Aujourd'hui, finalement, il y a un dialogue. Pouvons-nous dire que cet accord qui va être signé l'un de ces 4 par la SENCO, au niveau de la SENCO, chasse le premier accord ou ça va être comment? Je crois que ce serait faire une fausse route de parler d'un dialogue qui en exclut un deuxième. Le second qui en exclurait un deuxième. Parce que si on a un troisième, ce serait également un troisième qui exclut un deuxième. Je ne pense pas qu'il faut voir les choses de manière linéaire. Mais s'il y a eu un deuxième dialogue, c'est que le premier n'a pas été, il a réussi, n'a pas été efficace. Je vous le concède, mais en ce terme-ci. Un deuxième dialogue, oui, parce que le premier n'a pas épuisé toute la question. N'oublions pas que le premier a balisé et a même donné un contenu un peu plus assis sur les discussions en cours. Je prends pour exemple la date d'avril 2018. Aujourd'hui, cette opposition qui s'est réunie, par là je vois le rassemblement avec tous les autres partis à côté, le rassemblement tient mordicus à ce que ces élections aient lieu en 2017. Cette simple référence, c'est pour contredire ce qui a été proposé en premier. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que le premier dialogue a fixé, comme je le dis, des pistes d'analyse, a fait des propositions concrètes, et aujourd'hui, ce sont ces propositions concrètes qui ont été faites, qui sont passées en peine fin, qui sont critiquées, et tout simplement, des bonnes guerres d'ailleurs, pour arriver à un consensus un peu plus, disons-le,
généralisant et un peu plus qui mettent impartial, qui mettent tout le monde d'accord. Voilà un peu une critique que je voudrais faire. Il faudrait que nous évitions de penser que nous avons fait une table rase de tout ce qui avait été fait. Ensuite, on revient comme des saints, proposer autre chose, creuser ou construire sur du rien. Non. Disons les choses clairement. Le premier dialogue, les Congolais qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine ont eu le mérite de booster, de donner déjà le pas ou un rythme à ce qui est continué aujourd'hui. Félicitations à eux, mais ce n'était pas fini. Ce qui se fait aujourd'hui pourra également être une complémentarité de leurs propositions. Non pas du dialogue inclusif, ce qui est le deuxième que nous vivons maintenant. Oui, mais c'est quoi l'inclusivité? C'est parce que tout le monde est autour de la table. Tout le monde est là. Tout le monde a accepté. C'est pas ça. Alors pas qu'au que premier, ça, le rassemblement n'était l'inclusivité. pas là. Ce n'est pas que ça l'inclusivité. L'inclusivité, c'est aussi le fait de ressortir ou d'intégrer toutes les aspirations, ou en tout cas, dans la mesure du possible, les aspirations de l'heure. Et parmi ces aspirations, comment arriver à comprendre ces aspirations? C'est tout simplement lorsqu'on constate qu'il y avait encore une grogne, qu'il y avait encore cette pression. Nous atteignions la date du 19 décembre et tout le monde ne savait pas exactement de quoi serait fait le lendemain. Je pense que c'était une preuve suffisante pour dire que le premier dialogue n'avait pas épuisé la question. Maintenant, nous avons un deuxième dialogue qui aborde ces questions, je dis, qu'il prend en compte ce qui avait été fait et ce qui doit être amélioré. Voilà un peu comment il faut comprendre l'inclusivité, et non pas seulement en termes des personnes. Vous savez combien de Congolais nous sommes? Est-ce que l'inclusivité veut dire que tous les Congolais doivent participer physiquement à ces discussions? Je ne pense pas. C'est une question de principe. Qu'est-ce qu'on demande? Que demande le peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que les acteurs politiques ont apporté comme solution? S'ils n'ont pas répondu suffisamment, discutons-en, et c'est ce qui est fait. Bonne chance et félicitations aux efforts déjà fournis par la SENCO et tous les collèges. Je pense qu'on est dans les bons, et voilà un peu l'approche de l'inclusivité pour moi. Monsieur Serge Onyombe, vous êtes analyste politique, revenons encore à l'actualité totalement. On parle aujourd'hui des résolutions qui sortiront de l'accord de la SENCO, bien sûr. Dans notre temps, nous apprenons aussi qu'il y a le rassemblement, c'est comme qui dirait, vous demandez une main, le rassemblement va voir tout le corps entier. Il demande aujourd'hui la restructuration de la CENI, on va même plus loin pour demander la restructuration également de la Cour constitutionnelle. Nous apprenons qu'il y aurait eu même des concessions où on voudra à ce qu'on donne à ce même rassemblement, la territoriale, là où on retrouve qu'il y a le mandat qui est électif. Et je ne sais pas comment ça va se passer. On va nommer d'autres gouverneurs sans passer par élection. Ne trouvez-vous pas que ce sera encore violer la Constitution qui a toujours été défendue par le même rassemblement? Bon, je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est se dire qu'on est en discussion. Et en discussion, chaque parti a une certaine thèse et même des enchères qu'il fixe pour se faire prévaloir. Ça, c'est une stratégie qui va dans la théorie des négociations. Et dans cet élan, je peux comprendre que les acteurs animateurs du rassemblement fassent monter leurs enchères, disent ce qu'ils pensent être le mieux pour eux, peut-être sous la houlette de l'intérêt de la nation. C'est un slogan que l'on entend qui ne le dit pas que c'est pour l'intérêt de la nation. Ils peuvent faire monter leurs enchères. Maintenant, l'autre façon de voir les choses, c'est savoir fixer les priorités. Lorsque le deuxième dialogue a été convoqué, c'était pour répondre à une insuffisance du premier, comme nous venons de le dire. Mais est-ce que cette insuffisance ouvre aujourd'hui une boîte à Pandore et tous les maux du monde seraient déversés sur le Congo? Parce qu'en cherchant à chaque tête des poux ou des petites bêtes, on risque nous-mêmes de nous prendre dans notre propre piège de violation, comme vous le dites, je vous le concède, de la Constitution, en violant davantage cette Constitution. Moi, je suis d'avis qu'il y a besoin de discuter et de voir comment co-gérer. C'est déjà un concept que moi je n'invente pas, c'est un concept qui a fait son chemin au cours de cette deuxième discussion. Comment co-gérer les choses, mais attention, il faut faire les choses en termes de priorité. Et la priorité aujourd'hui, c'est quoi? La priorité, ce n'est pas un partage de postes. Ça, il faut marteler dessus. Les Congolais qui nous suivent s'en moquent presque, si je peux me le permettre.
Ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est bien entendu l'organisation des élections. Nous avons tous suivi le chef de l'État au cours de son discours de l'État de la Nation qui a martelé sur la priorité du gouvernement actuel. C'est vrai, ce gouvernement a besoin d'une technicité qui est incarnée par la CENI. La CENI, aujourd'hui, comme tout autre organe, je dis, s'il y a besoin de restructuration, il faut une restructuration, je me permets de le répéter, dans le système et non en termes d'individus. Parce que lorsque vous changez à peine les individus et vous gardez un système que vous pensez être déjà défectueux, nous allons retomber dans la même moule et nous serons loin d'être sortis de l'auberge. Moi, j'encourage les acteurs politiques à fixer véritablement les véritables priorités, c'est qu'il faut faire et non de tomber dans la quête des postes ou dans un principe, je vais être calife à la place du calife. C'est ça le problème. Et la guéguerre ou la petite polémique qu'il y avait d'ailleurs en passant entre les amis qui étaient, l'opposition qui était à la cité de l'Union africaine et ceux qui hésitaient, qui avaient refusé carrément d'y participer, c'était que le premier, donc ceux de l'Union africaine, taxait les autres de quête de poste. Il leur disait que vous teniez mordicus à la primature, maintenant que vous ne l'avez pas, vous boycottez un dialogue. Alors qu'on ne retombe pas dans cette position, moi j'invite ces acteurs politiques qui sont cette fois-ci animés d'une volonté on ne peut plus explicite, à prendre le courage d'aborder les vrais problèmes et de ne pas tomber dans la complaisance. Moi, je vais revenir sur le Premier ministre Samy Badibanga. Serge, pensez-vous aujourd'hui qu'il est nécessaire de nommer, après les accords de ce vendredi, un autre Premier ministre? J'y réponds comme ceci. Le Premier ministre Samy Badibanga, en fonction, tout récemment, il n'est pas là par le fait du hasard. Il est là sur base d'un principe qui a été validé par des acteurs politiques, opposition, majorité, société civile, quoi qu'étant du premier dialogue. Mais c'est ce même principe, je rappelle même à nos téléspectateurs, qui fait encore chemin. C'est-à-dire que la primature, pour besoin de plus de sécurité et de garanties, la primature devrait rester et même conservée par l'opposition. Mais la bonne question qu'on se poserait, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de les remplacer par d'autres personnes pendant que vous êtes déjà de l'opposition et vous avez cette primature? Moi, je crois que l'intérêt de la nation, à un moment, doit primer. En France, par exemple, lorsque Manuel Valls... L'intérêt de la nation, c'est Samy Badibanga? L'intérêt de la nation, ce n'est pas ça. L'intérêt de la nation, c'est exactement ce que je veux dire. Par mon exemple, je dis ceci. Manuel Valls, lorsque son premier gouvernement a failli, on a trouvé qu'il était défectueux, à 147 jours, si je ne me trompe, on a liquidé ce gouvernement et on en a appelé un autre. Donc c'était un gouvernement qui était le plus court depuis, je crois, le premier gouvernement le plus court depuis la Ve République. C'est pour dire ici qu'avoir un gouvernement qui fait 10 jours, qui fait 50 jours ou 20 jours n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'intérêt à voir ce gouvernement partir pour encore continuer à ressasser le même problème qui sera encore de reconsolider les choses, qui sera encore de restructurer ce pays qui déjà est en mal de positionnement. Donc, Samy Badibanga peut rester en fonction, ceux pouvant parler en français facile. Je dis que Samy Badibanga ou qui que ce soit peut rester en fonction lorsqu'on fixe les véritables priorités. Ce n'est pas ici un problème de personne. Il faudrait bien asseoir la chose. Ce n'est pas la tête de X qui ne plaît pas qu'on doit éliminer, mais c'est quels sont les principes, parce que nous sommes dans un accord politique. Cet accord politique voudrait que la primature soit confiée à l'opposition, j'insiste là-dessus. Nous avons un opposant qui est là jusqu'à preuve du contraire. Si cette opposition, dans sa pluralité, estime que cette tête ne lui plaît pas, eh bien, c'est à eux de voir dans leur, comme on dit, le linge sale se lave en famille, c'est à eux de voir dans leur structuration quel parti proposera un autre candidat, lequel sera soumis encore au pouvoir discrétionnaire, comme je venais de le dire, du chef de l'État, pour validation. Et parce que le Rassemblement a accepté les négociations, vous pensez qu'après l'accord, le Rassemblement n'a droit à rien? Je ne savais pas qu'il s'agissait ici d'un partage de pouvoir, mais je veux ici citer, je le dis presque en riant, je vais citer monsieur le secrétaire général de l'UDPS,
lorsqu'on a ouvert ces deuxièmes pourparlers, M. Bruno Mavungu, Jean-Marc, excusez-moi, qui a dit que nous sommes là pour rechercher des garanties. Et nous ne sommes pas là pour un quelconque partage de pouvoir. Et plus loin, je citerai encore un défectueux de l'UNC qui est parti en disant que ceux qui sont au premier dialogue, c'était pour un partage de pouvoir, c'était pour la primature. Donc, je crois qu'en revenant sur les propos de ces acteurs politiques qui sont très bonnement intentionnés, ici, il faudrait comprendre qu'on ne parle pas d'un partage de pouvoir, mais plutôt un partage de responsabilités. Parce que, je vais peut-être anticiper, comme le dit le cardinal Mosengo, chacun devra rendre compte à la fin de ce processus. On parle de garantie, sans vouloir défendre ou parler à la place du secrétaire général. Les garanties, c'est aussi des hommes. Des hommes qui pourront, bien sûr, conduire le bateau à bon port, c'est-à-dire vers l'organisation des élections. Peut-être que le rassemblement peut toujours estimer qu'une autre personne peut faire l'affaire à la place de Samuel Adibanga. Je n'y vois aucun inconvénient. Je ne vois aucun inconvénient. Mais seulement, on constatera que cette façon de voir les choses corroborerait avec tout ce que nous savions dès le premier dialogue. J'avais insisté devant votre micro une fois sur le principe de la réunionnite. Le principe de la réunionnite, c'est ce principe qui voudrait qu'on se réunisse pour le plaisir de le faire. Et là, nous avons nous voyons la vie de toute une nation suspendue sous le principe de négociation qu'il faut avoir plus inclusif. Cette vie de la nation qui est suspendue ne doit pas être par la suite vilipendée au profit des intérêts des uns et des autres. Là, il faut vraiment insister là-dessus. Si le premier dialogue avait déjà répondu à une question et donné les bonnes réponses, je pense qu'il est tout à fait inutile aujourd'hui d'avoir un deuxième dialogue qui répondrait à la même question de la même manière. Sinon, on tourne en rond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux dire ici que le deuxième dialogue doit apporter des réponses. Moi, je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que moi, au sortir de ce deuxième dialogue, je l'espère et je garde encore mon souffle, au sortir de ce deuxième dialogue, j'attends des réponses pratiques, comme les ont posées l'ancien Premier ministre, monsieur du Palou, excusez-moi, Adolphe Mositou, qui a posé un problème de décaissement, un plan de décaissement. Ce sont ces questions auxquelles on doit apporter véritablement des réponses. Et non nous plonger dans une complaisance des postes en disant nous voulons avoir à tout prix X position, Y position. Ça, c'est tourner en rond et nous sommes très loin d'être sortis de l'auberge. Je sais que nous sommes à la fin de l'année 2016, bye bye 2016, c'est le même de la tranche. Dites-nous un peu, une année émaillée de fortes turbulences. Nous avons connu le dialogue qui était contesté par une autre frange de l'opposition, mais qui aujourd'hui, finalement, l'opposition est revenue à la raison, ils sont à la Cinco. Et déjà, on entend beaucoup de choses. On attendait aussi le 19 décembre, où on pensait peut-être que le ciel allait tomber sur les têtes des gens, ce qui n'a pas été le cas. De quel œil voyez-vous l'avenir de la RDC? Je le dirais un peu comme Lumumba, l'héros national, l'avenir de la RDC est radieux. Les Congolais ont un avenir. Et l'avenir de la RDC, c'est nous. C'est nous, les fils et filles du Congo. C'est nous qui sommes le premier gardien de la paix du Congo. C'est pour moi également une occasion de lancer un appel aux jeunes que nous sommes et vieux que nous sommes sur notre responsabilité dans ce que nous faisons. Ceux qui sont au dialogue aujourd'hui, ceux qui sont avec la SENCO, qui travaillent avec le prêtre, font un exercice qui est certes pas facile, mais nous-mêmes, dans notre coin où nous sommes, nous pouvons faire le même exercice. Un exercice de parler de la paix, un exercice de faire comprendre à tous ces militants qui sont très engagés que l'on peut trouver des solutions sans pour autant sombrer dans le chaos. On peut dialoguer, on peut avoir des avis contraires sans pour autant s'entretuer. C'est cet appel que moi, personnellement, je voudrais lancer aux Congolais, parce que demain, si ce n'est pas nous qui corrigeons les choses, les enfants que nous avons aujourd'hui, qui sont certes encore pas en mesure de nous évaluer, seront ces mêmes personnes qui nous indexeront et nous diront « Cher père, chère mère, vous nous avez rendu un très mauvais service ».
C'est là l'interpellation que je fais à tous les Congolais et même à moi-même que je suis. Je vais revenir, moi, particulièrement à une date, le 19 septembre, il y a eu des morts. Est-ce que peut-on dire que ces morts... Et le 20. Et le 20 19 et 20. également. Peut-on dire que ces morts étaient inutiles parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un dialogue. C'est bien dommage d'avoir attendu qu'il y ait mort d'homme pour se mettre à discuter. C'est bien dommage. Mais je ne pense pas que ce sang qui a coulé s'est coulé inutilement. Parce que aussi, ça a prouvé à la face du monde que les Congolais veulent que les choses avancent. C'est comme ça que je dois le comprendre. Je ne souhaite pas voir encore des Congolais tomber, comme si nous étions dans un champ de mines. Je ne souhaite pas voir des Congolais mourir. Je souhaite voir des Congolais discuter, avoir imprégné en eux la culture de la discussion quand il y a un problème, afin d'éviter que nous sombrions dans les chaos, comme c'était dans ces dates fatidiques que vous avez présentées, 19, 20 et même encore le 20 décembre dernier. Allez, malheureusement, pris par le temps, une dernière question. Jeunes et vieux, c'est une structure au sein de laquelle vous travaillez. Parlez-nous-en. Jeunes et vieux, c'est un cadre de réflexion. Comme vous le dites, une structure, mais j'appelle ça plutôt un cadre de réflexion qui met en valeur des jeunes et des vieux de toutes tendances pour la promotion de l'engagement citoyen. Vous savez que les jeunes aujourd'hui que nous sommes, leur parler de la politique, c'est comme leur mettre, permettez-moi l'expression, une arme sous la tempe. Parce qu'ils disent que c'est l'affaire de vieux. Mais malheureusement, le vieux, quand le jeune se met à parler politique, ils leur disent également que vous n'avez pas d'expérience. Donc du coup, ce cadre de réflexion est un cadre qui met en valeur, en symbiose, cette discussion entre jeunes et vieux dans une politique transversale pour justement essayer de combiner les deux générations. Comment y adhérer? Pour y adhérer, tapez sur les sites, la page Facebook Jeunes et Vieux. Vous avez tous les coordonnées, les numéros de contact pour y adhérer. Un dernier mot? Un dernier mot, je vous dis déjà merci. J'ai dit merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. J'ai dit merci aux acteurs politiques qui continuent à discuter parce que c'est maintenant la seule voie, on le comprend davantage, la seule voie de la raison. Je souhaite une bonne festivité de fin d'année à tous les Congolais et j'espère que d'ici le 1er décembre, tout ceci ne sera le 1er janvier, excusez-moi, tout ceci ne sera qu'un bon souvenir. Merci beaucoup Serge Onumbe, mesdames, messieurs. Nos portes vous restent grandement ouvertes. Merci en tout cas d'avoir... On aura beaucoup de choses à se dire parce qu'apparemment la matière n'est pas épuisée. Oui, malheureusement, le temps joue contre nous, la télévision, c'est aussi ça. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Bye Bye 2016. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Bye Bye 2016. Votre émission qui a remplacé Déjeuner 24 bien sûr. Nous revenons sur les grands événements de l'année 2016, mais nous parlons également de l'actualité avec moi sur ce plateau. Jean-René Lobo, bonjour. Bonjour Trésor, cette émission remplace momentanément Déjeuner 24. Que nous allons peut-être reprendre dans 10 jours pratiquement, mais nous sommes en face d'un invité qui va présenter. Alors il s'appelle Serge Onumbe, il est analyste politique. Avec lui, nous allons bien sûr parler de l'actualité avant tout, avant de revenir sur les quelques faits politiques qui ont marqué l'année 2016. Serge, bonjour. Bonjour Trésor, bonjour Jean-René. Réalisé d'être en face de toi. Merveilleux à vous également. Merci pareillement, bienvenue chez nous. Merci. On commence par l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr les discussions directes au niveau de la SENCO. Beaucoup pensent qu'après cette discussion, il faudrait un autre Premier ministre, c'est-à-dire Samy Badibanga, n'aura peut-être finalement qu'entre 1 ou 2 mois.
Merci pour la question et j'en profite pour saluer également nos téléspectateurs qui nous suivent sur Kin 24. Je réponds directement que cette question, certes, elle est pertinente, mais il faudrait que nous ne perdions pas de vue les principes pour lesquels nous options. Je pense que la présence de M. Samy Badibanga aujourd'hui à la tête de la primature se justifie tout simplement parce que la classe politique en première discussion, j'appelle ici première discussion le premier dialogue, cette classe politique avait validé le principe suivant lequel la primature serait confiée à l'opposition. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui a été fait. Et M. Samy Badibanga, un transfuge peut-être de l'UDPS, est resté de l'opposition et aujourd'hui a cette fonction de Premier ministre conformément à ce qui avait été annoncé. Alors, il y a actuellement un deuxième dialogue, le second ronde. Au cours de ce second ronde, il s'avère que cette même opposition réclamerait encore cette primature. Du coup, je me dis, de quoi parle-t-on? On parlait de quoi? Oui, je n'en disconviens pas, mais c'est lui qui a cette primature aujourd'hui, c'est lui qui assure les fonctions de Premier ministre et de l'opposition. Vous ne pouvez pas demander une chose pendant que vous l'avez déjà, à moins qu'aujourd'hui, que l'on dise au cours de ce dialogue que le Premier ministre, M. Samy Badibanga, en accédant à ses fonctions, n'avait pas le mérite parce qu'il n'était pas de l'opposition, et ça c'est un autre débat, ou encore que l'on nous présente une autre thèse d'une opposition qui est plurielle, tout comme la majorité d'ailleurs qui est plurielle. Je comprendrais que dans sa pluralité, l'opposition se dise qu'ils veulent proposer un autre parti politique de l'opposition dès qui sera choisi le Premier ministre. Parce que n'oublions pas, il y aura toujours d'une part la volonté d'un parti politique de dire que de chez nous, vous pourrez puiser la bonne personne, mais il y a encore le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui choisit lui-même dans son secret la personne de son choix. Tel a été le cas de M. Samy Badibanga. Donc je réponds que, aujourd'hui ce n'est plus une information, la primature est déjà l'opposition. 2, si c'est une question de personnes ou de personnalités, c'est un débat interne à la pluralité de cette opposition. Ils devront faire valoir ce qu'ils peuvent, mais par la suite, au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'en décider. Rapidement, nous avons suivi au lendemain de la signature de l'accord du 18 octobre. Le rassemblement tenait coûte que coûte à avoir un deuxième dialogue, pendant que la majorité présidentielle disait non, il n'y aura pas un deuxième dialogue. Aujourd'hui, finalement, il y a un dialogue. Pouvons-nous dire que cet accord qui va être signé à l'un de ces quatre par la CENCO, au niveau de la CENCO, chasse le premier accord, ou ça va être comment? Je crois que ce serait faire une fausse route de parler d'un dialogue qui en exclut un deuxième. Le second qui en exclurait un deuxième. Parce que si on a un troisième, ce serait également un troisième qui exclut un deuxième. Je ne pense pas qu'il faut voir les choses de manière linéaire. Mais s'il y a eu un deuxième dialogue, c'est que le premier n'a pas été une réussite, n'a pas été efficace. Je vous le concède, mais en ce terme-ci. Un deuxième dialogue, oui, parce que le premier n'a pas épuisé toute la question. N'oublions pas que le premier a balisé et a même donné un contenu un peu plus assis sur les discussions en cours. Je prends pour exemple la date d'avril 2018. Aujourd'hui, cette opposition qui s'est réunie, par là je vois le rassemblement avec tous les autres partis à côté, le rassemblement tient mordicus à ce que ces élections aient lieu en 2017. Cette simple référence, c'est pour contredire ce qui a été proposé en premier. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que le premier dialogue a fixé, comme je le dis, des pistes d'analyse, a fait des propositions concrètes, et aujourd'hui, ce sont ces propositions concrètes qui ont été faites, qui sont passées en pleine fin, qui sont critiquées, et tout simplement, des bonnes guerres d'ailleurs, pour arriver à un consensus un peu plus, disons-le, généralisant et un peu plus qui mettent impartial, qui mettent tout le monde d'accord. Voilà un peu une critique que je voudrais faire. Il faudrait que nous évitions de penser que nous avons fait une table rase de tout ce qui avait été fait. Ensuite, on revient comme des saints, proposer autre chose, creuser ou construire sur du rien. Non. Disons les choses clairement. Le premier dialogue, les Congolais qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine
ont eu le mérite de booster, de donner déjà le pas ou un rythme à ce qui est continué aujourd'hui. Félicitations à eux, mais ce n'était pas fini. Ce qui se fait aujourd'hui pourra également être une complémentarité de leurs propositions. Non pas du dialogue inclusif, ce qui est le deuxième que nous vivons maintenant. Oui, mais c'est quoi l'inclusivité? C'est parce que tout le monde est autour de la table. Tout le monde est là. Tout le monde a accepté. C'est pas ça. Alors pas qu'au que premier, ça, le rassemblement l'inclusivité. n'était pas là. Ce n'est pas que ça l'inclusivité. L'inclusivité, c'est aussi le fait de ressortir ou d'intégrer toutes les aspirations, ou en tout cas, dans la mesure du possible, les aspirations des leurs. Et parmi ces aspirations, comment arriver à comprendre ces aspirations? C'est tout simplement lorsqu'on constate qu'il y avait encore une grogne, qu'il y avait encore cette pression. Nous atteignions la date du 19 décembre et tout le monde ne savait pas exactement de quoi serait fait le lendemain. Je pense que c'était une preuve suffisante pour dire que le premier dialogue n'avait pas épuisé la question. Maintenant, nous avons un deuxième dialogue qui aborde ces questions, je dis, qu'il prend en compte ce qui avait été fait et ce qui doit être amélioré. Voilà un peu comment il faut comprendre l'inclusivité, et non pas seulement en termes de personnes. Vous savez combien de Congolais nous sommes? Est-ce qu'inclusivité veut dire que tous les Congolais doivent participer physiquement à ces discussions? Je ne pense pas. C'est une question de principe. Qu'est-ce qu'on demande? Que demande le peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que les acteurs politiques ont apporté comme solution? S'ils n'ont pas répondu suffisamment, discutons-en, et c'est ce qui est fait. Bonne chance et félicitations aux efforts déjà fournis par la SENCO et tous les collèges. Je pense qu'on est dans les bons, et voilà un peu l'approche de l'inclusivité pour moi. Monsieur Serge Onyombe, vous êtes analyste politique, revenons encore à l'actualité totalement. On parle aujourd'hui des résolutions qui sortiront de l'accord de la SENCO, bien sûr. Dans notre temps, nous apprenons aussi qu'il y a le rassemblement, c'est comme qui dirait, vous demandez une main, le rassemblement va voir tout le corps entier. Il demande aujourd'hui la restructuration de la CENI, on va même plus loin pour demander la restructuration également de la Cour constitutionnelle. Nous apprenons qu'il y aurait eu même des concessions où on voudra à ce qu'on donne à ce même rassemblement, la territoriale, là où on retrouve qu'il y a le mandat qui est électif. Et je ne sais pas comment ça va se passer. On va nommer d'autres gouverneurs sans passer par élection. Mais ne trouvez-vous pas que ce serait encore violer la Constitution qui a toujours été défendue par le même rassemblement? Bon, je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est se dire qu'on est en discussion. Et en discussion, chaque parti a une certaine thèse et même des enchères qu'il fixe pour se faire prévaloir. Ça, c'est une stratégie qui va dans la théorie des négociations. Et dans cet élan, je peux comprendre que les acteurs animateurs du rassemblement fassent monter leurs enchères, disent ce qu'ils pensent être le mieux pour eux, peut-être sous la houlette de l'intérêt de la nation. C'est un slogan que l'on entend qui ne le dit pas que c'est pour l'intérêt de la nation. Ils peuvent faire monter leurs enchères. Maintenant, l'autre façon de voir les choses, c'est savoir fixer les priorités. Lorsque le deuxième dialogue a été convoqué, c'était pour répondre à une insuffisance du premier, comme nous venons de le dire. Mais est-ce que cette insuffisance ouvre aujourd'hui une boîte à Pandore et tous les maux du monde seraient déversés sur le Congo? Parce qu'en cherchant à chaque tête des poux ou des petites bêtes, on risque nous-mêmes de nous prendre dans notre propre piège de violation, comme vous le dites, je vous le concède, de la Constitution, en violant davantage cette Constitution. Moi, je suis d'avis qu'il y a besoin de discuter et de voir comment co-gérer. C'est déjà un concept que moi je n'invente pas, c'est un concept qui a fait son chemin au cours de cette deuxième discussion. Comment co-gérer les choses, mais attention, il faut faire les choses en termes de priorité. Et la priorité aujourd'hui, c'est quoi? La priorité, ce n'est pas un partage de postes. Ça, il faut marteler dessus. Les Congolais qui nous suivent s'en moquent presque, si je peux me le permettre. Ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est bien entendu l'organisation des élections. Nous avons tous suivi le chef de l'État au cours de son discours de l'État de la Nation qui a martelé sur la priorité du gouvernement actuel. C'est vrai, ce gouvernement a besoin d'une technicité qui est incarnée par la CENI. La CENI aujourd'hui, comme tout autre organe, je dis, s'il y a besoin de restructuration, il faut une restructuration, je me permets de le répéter, dans le système et non en termes d'individus.
Parce que lorsque vous changez à peine les individus et vous gardez un système que vous pensez être déjà défectueux, nous allons retomber dans la même moule et nous serons loin d'être sortis de l'auberge. Moi, j'encourage les acteurs politiques à fixer véritablement les véritables priorités, ce qu'il faut faire, et non de tomber dans la quête des postes ou dans un principe, je vais être calife à la place du calife. C'est ça le problème. Et la guéguerre ou la petite polémique qu'il y avait d'ailleurs en passant entre les amis qui étaient, l'opposition qui était à la Cité de l'Union africaine et ceux qui hésitaient, qui avaient refusé carrément d'y participer, c'était que le premier, donc ceux de l'Union africaine, taxait les autres de quête de poste. Il leur disait que vous teniez mordicus à la primature, maintenant que vous ne l'avez pas, vous boycottez un dialogue. Alors qu'on ne retombe pas dans cette position, moi j'invite ces acteurs politiques qui sont cette fois-ci animés d'une volonté on ne peut plus explicite, à prendre le courage d'aborder les vrais problèmes et de ne pas tomber dans la complaisance. Moi, je vais revenir sur le Premier ministre Samy Badibanga. Serge, pensez-vous aujourd'hui qu'il est nécessaire de nommer, après les accords de ce vendredi, un autre Premier ministre? J'y réponds comme ceci. Le Premier ministre Samy Badibanga, en fonction, tout récemment, il n'est pas là par le fait du hasard. Il est là sur base d'un principe qui a été validé par des acteurs politiques, opposition, majorité, société civile, quoi qu'étant du premier dialogue. Mais c'est ce même principe, je rappelle même à nos téléspectateurs, qui fait encore chemin. C'est-à-dire que la primature, pour besoin de plus de sécurité et de garanties, la primature devrait rester et même conservée par l'opposition. Mais la bonne question qu'on se poserait, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de les remplacer par d'autres personnes pendant que vous êtes déjà de l'opposition et vous avez cette primature? Moi, je crois que l'intérêt de la nation, à un moment, doit primer. En France, par exemple, lorsque Manuel Valls... L'intérêt de la nation, c'est Samy Badibanga? L'intérêt de la nation, ce n'est pas ça. L'intérêt de la nation, c'est exactement ce que je veux dire. Par mon exemple, je dis ceci. Manuel Valls, lorsque son premier gouvernement a failli, on a trouvé qu'il était défectueux, à 147 jours, si je ne me trompe, on a liquidé ce gouvernement et on en a appelé un autre. Donc c'était un gouvernement qui était le plus court depuis je crois, le premier gouvernement le plus court depuis la Ve République. C'est pour dire ici qu'avoir un gouvernement qui fait 10 jours, qui fait 50 jours ou 20 jours n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'intérêt à voir ce gouvernement partir pour encore continuer à ressasser le même problème qui sera encore de reconsolider les choses, qui sera encore de restructurer ce pays qui déjà est en mal de positionnement. Donc, Samy Badibanga peut rester en fonction, seuls pouvons parler en français facile. Je dis que Samy Badibanga ou qui que ce soit peut rester en fonction lorsqu'on fixe les véritables priorités. Ce n'est pas ici un problème de personne. Il faudrait bien asseoir la chose. Ce n'est pas la tête de X qui ne plaît pas qu'on doit éliminer, mais c'est quels sont les principes, parce que nous sommes dans un accord politique. Cet accord politique voudrait que la primature soit confiée à l'opposition, j'insiste là-dessus. Nous avons un opposant qui est là jusqu'à preuve du contraire. Si cette opposition, dans sa pluralité, estime que cette tête ne lui plaît pas, eh ben, c'est à eux de voir dans leur, comme on dit, le linge sale se lave en famille, c'est à eux de voir dans leur structuration quel parti proposera un autre candidat, lequel sera soumis encore au pouvoir discrétionnaire, comme je venais de le dire, du chef de l'État, pour validation. Et parce que le Rassemblement a accepté les négociations, vous pensez qu'après l'accord, le Rassemblement n'a droit à rien? Je ne savais pas qu'il s'agissait ici d'un partage de pouvoir, mais je veux ici citer, je le dis presque en riant, je vais citer monsieur le secrétaire général de l'UDPS, lorsqu'on a ouvert ces deuxièmes pourparlers, monsieur Bruno Mavungu, Jean-Marc, excusez-moi, qui a dit que nous sommes là pour rechercher des garanties et nous ne sommes pas là pour un quelconque partage de pouvoir. Et plus loin, je citerai encore un défectueux de l'UNC qui est parti en disant que ceux qui sont au premier dialogue, c'était pour un partage de pouvoir, c'était pour la primature. Donc, je crois qu'en revenant sur les propos de ces acteurs politiques qui sont
très bonnement intentionnés. Ici, il faudrait comprendre qu'on ne parle pas d'un partage de pouvoir, mais plutôt un partage de responsabilités. Parce que, je vais peut-être anticiper, comme le dit le cardinal Mosengo, chacun devra rendre compte à la fin de ce processus. On parle de garantie, sans vouloir défendre ou parler à la place du secrétaire général. Les garanties, c'est aussi des hommes. Des hommes qui pourront, bien sûr, conduire le bateau à bon port, c'est-à-dire vers l'organisation des élections. Peut-être que le rassemblement peut toujours estimer qu'une autre personne peut faire l'affaire à la place de Sani Wadibanga. Je n'y vois aucun inconvénient. Je ne vois aucun inconvénient. Mais seulement, on constatera que cette façon de voir les choses corroborerait avec tout ce que nous savions dès le premier dialogue. J'avais insisté devant votre micro une fois sur le principe de la réunionnite. Le principe de la réunionnite, c'est ce principe qui voudrait qu'on se réunisse pour le plaisir de le faire. Et là, nous avons nous voyons la vie de toute une nation suspendue sous le principe de négociation qu'il faut avoir plus inclusif. Cette vie de la nation qui est suspendue ne doit pas être par la suite vilipendée au profit des intérêts des uns et des autres. Là, il faut vraiment insister là-dessus. Si le premier dialogue avait déjà répondu à une question et donné les bonnes réponses, je pense qu'il est tout à fait inutile aujourd'hui d'avoir un deuxième dialogue qui répondrait à la même question de la même manière. Sinon, on tourne en rond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux dire ici que le deuxième dialogue doit apporter des réponses. Moi, je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que moi, au sortir de ce deuxième dialogue, je l'espère et je garde encore mon souffle, au sortir de ce deuxième dialogue, j'attends des réponses pratiques, comme les ont posées l'ancien Premier ministre, monsieur Dupalou, excusez-moi, Adolphe Mozito, qui a posé un problème de décaissement, un plan de décaissement. Ce sont ces questions auxquelles on doit apporter véritablement des réponses. Et non nous plonger dans une complaisance des postes en disant nous voulons avoir à tout prix X position, Y position. Ça, c'est tourner en rond et nous sommes très loin d'être sortis de l'auberge. Jean-René. Je sais que nous sommes à la fin de l'année 2016, bye bye 2016, c'est le nom de la tranche. Dites-nous un peu, une année émaillée des fortes turbulences. Nous avons connu le dialogue qui était contesté par une autre frange de l'opposition, mais qui aujourd'hui, finalement, l'opposition est revenue à la raison, ils sont à la Cinco. Et déjà, on entend beaucoup de choses. On attendait aussi le 19 décembre où on pensait peut-être que le ciel allait tomber sur les têtes des gens, ce qui n'a pas été le cas. De quel œil voyez-vous l'avenir de la RDC? Je le dirais un peu comme Lumumba, l'Euro national, l'avenir de la RDC est radieux. Les Congolais ont un avenir. Et l'avenir de la RDC, c'est nous. C'est nous, les fils et filles du Congo. C'est nous qui sommes le premier gardien de la paix du Congo. C'est pour moi également une occasion de lancer un appel aux jeunes que nous sommes et vieux que nous sommes sur notre responsabilité dans ce que nous faisons. Ceux qui sont au dialogue aujourd'hui, ceux qui sont avec la SENCO, qui travaillent avec le prêtre, font un exercice qui est certes pas facile, mais nous-mêmes, dans notre coin où nous sommes, nous pouvons faire le même exercice. Un exercice de parler de la paix, un exercice de faire comprendre à tous ces militants qui sont très engagés que l'on peut trouver des solutions sans pour autant sombrer dans le chaos. On peut dialoguer, on peut avoir des avis contraires sans pour autant s'entretuer. C'est cet appel que moi, personnellement, je voudrais lancer aux Congolais, parce que demain, si ce n'est pas nous qui corrigeons les choses, les enfants que nous avons aujourd'hui, qui sont certes encore pas en mesure de nous évaluer, seront ces mêmes personnes qui nous indexeront et nous diront « Cher père, chère mère, vous nous avez rendu un très mauvais service ». C'est là l'interpellation que je fais à tous les Congolais et même à moi-même que je suis. Je vais revenir, moi, particulièrement à une date, le 19 septembre, il y a eu des morts. Est-ce que peut-on dire que ces morts... Et le 20. Et le 20 également. Peut-on dire que ces morts étaient inutiles parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un dialogue. C'est bien dommage d'avoir attendu qu'il y ait mort d'homme pour se mettre à discuter. C'est bien dommage. Mais je ne pense pas que ce sang qui a coulé s'est coulé inutilement. Parce que aussi, ça a prouvé à la face du monde que les Congolais veulent que les choses
avance. C'est comme ça que je dois le comprendre. Je ne souhaite pas voir encore des Congolais tomber, comme si nous étions dans un champ de mines. Je ne souhaite pas voir des Congolais mourir. Je souhaite voir des Congolais discuter, avoir imprégné en eux la culture de la discussion quand il y a un problème, afin d'éviter que nous sombrions dans les chaos, comme c'était dans ces dates fatidiques que vous avez présentées, 19, 20 et même encore le 20 décembre dernier. On est malheureusement pris par le temps. Une dernière question. Jeunes et Vieux, c'est une structure au sein de laquelle vous travaillez. Parlez-nous-en. Jeunes et Vieux, c'est un cadre de réflexion. Comme vous le dites, une structure, mais j'appelle ça plutôt un cadre de réflexion qui met en valeur des jeunes et des vieux de toute tendance pour la promotion de l'engagement citoyen. Vous savez que le jeune aujourd'hui que nous sommes, leur parler de la politique, c'est comme leur mettre, permettez-moi l'expression, une arme sous la tempe. Parce qu'ils disent que c'est l'affaire de vieux. Mais malheureusement, le vieux, quand le jeune se met à parler politique, ils leur disent également que vous n'avez pas d'expérience. Donc du coup, ce cadre de réflexion est un cadre qui met en valeur, en symbiose, cette discussion entre jeunes et vieux dans une politique transversale pour justement essayer de combiner les deux générations. Comment y adhérer? Pour y adhérer, tapez sur les sites, la page Facebook Jeunes et Vieux. Vous avez tous les coordonnées, les numéros de contact pour y adhérer. Un dernier mot? Un dernier mot, je vous dis déjà merci. J'ai dit merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. J'ai dit merci aux acteurs politiques qui continuent à discuter parce que c'est maintenant la seule voie, on le comprend davantage, la seule voie de la raison. Je souhaite une bonne festivité de fin d'année à tous les Congolais et j'espère que d'ici le 1er décembre, tout ceci ne sera le 1er janvier, excusez-moi, tout ceci ne sera qu'un bon souvenir. Merci beaucoup Serge Onumbe, mesdames, messieurs. Nos portes vous restent grandement ouvertes. Merci en tout cas d'avoir... On aura beaucoup de choses à se dire parce qu'apparemment la matière n'est pas épuisée. Oui, malheureusement, le temps joue contre nous, la télévision, c'est aussi ça. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Bye Bye 2016.